Bonjour à tous. Merci pour l'invitation de mon interview cet après-midi. Je suis très heureuse de pouvoir venir vous parler de l'enseignement du français au Québec et de l'impact que cet enseignement a sur la cohésion sociale, sur la cohésion culturelle de notre société. J'aimerais vous parler de 4 points cet après-midi dans mon intervention. D'abord, la situation, le contexte canadien et québécois et le niveau linguistique. Ensuite, les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Québec pour préserver et accroître la connaissance du français. Les défis qui sont posés actuellement dans notre société avec l'arrivée, la francisation de l'arrivée de 50 000 immigrants par année au Québec, dont la moitié parle le français et l'autre moitié nous devons le francisé. Et finalement, les outils de francisation qui ont été mis en place, qui ont été développés pour atteindre cet objectif et pour permettre aux immigrants de réussir en français au Québec. Donc, le Canada, comme certains d'entre vous le savent, est un pays bilingue, avec une loi fédérale qui institue le français et l'anglais comme langue officielle. Cette loi proclame l'égalité de statut entre le français et l'anglais au Parlement et dans les services publics. Par exemple, un politicien fédéral peut s'exprimer soit en français soit en anglais dans la Chambre des communes à Ottawa. Tout citoyen canadien a donc le droit de s'adresser à son gouvernement dans une des 2 langues officielles. Par exemple, toutes les publications officielles du gouvernement canadien doivent être faites dans les 2 langues. Je vous précise ça parce que certains ne connaissent pas le contexte linguistique au Canada et ne comprennent pas très bien quelle est la situation du Québec par rapport à celle du reste du Canada. Donc, les enjeux linguistiques qui se posent à une société comme la société québécoise sont de plusieurs niveaux. Le Québec, vous savez, compte 6 millions d'habitants au sein d'une collectivité de 300 millions d'anglophones sur le continent américain. Et même si 80% de la population québécoise est francophone, c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de personnes bilingues en Amérique du Nord, soit un taux de 40,8% de sa population. Mais actuellement, le pourcentage des francophones au Canada est en diminution. À la création du Canada en 1867, les francophones représentaient 44% de la population canadienne. En 1951, il n'était plus que 28%, et ce nombre est passé maintenant à 22,1% en 2006. Donc la perte du poids des francophones est attribuable à la baisse du taux de natalité. C'est pour ça que l'immigration, en fait, au Québec, est justifiée pour maintenir notre poids démographique en Amérique du Nord et pour assurer la pérennité du fait français. La majorité des immigrants qui s'installent au Québec parlent le français à 60%. Entre 1997 et 2006, la population immigrante admise au Québec venait surtout des pays, des anciennes colonies françaises, donc de France, l'Algérie, du Maroc, d'Haïti, du Liban, mais aussi de la Chine, de la Roumanie, de la Colombie et de l'Asie. Le Québec accueille, comme je disais tout à l'heure, près de 50 000 migrants par année. Face à cette situation, pour préserver et accroître cette qualité, en 1997, le Québec a adopté une charte sur la langue française qui est connue et qui est appelée la loi 101. Cette charte a créé, je vous dirais, plusieurs problèmes politiques avec le gouvernement canadien, puisqu'il y a une loi au Canada qui reconnaît le bilinguisme comme étant la situation linguistique canadienne, et le fait qu'une des provinces ait une loi qui reconnaisse le français comme la langue unique de travail et de vie sociale a posé quelques problèmes qui ont été soumis à la Cour suprême du Canada, mais qui se sont réglés finalement avec les années. Donc, le Québec peut exercer en toute égalité l'application de la loi 101. Et cette loi a pour but d'assurer la qualité et le rayonnement du français. Elle fait du français la langue de l'État, de la loi et de l'enseignement, des communications, du commerce, des affaires, ainsi que la langue normale et habituelle du travail. Cette loi favorisait aussi l'apprentissage du français pour les jeunes allophones
Ce sont les personnes qui ont la langue maternelle, mais ni l'anglais ni le français. Les enfants maintenant doivent fréquenter l'école anglaise, doivent maintenant fréquenter l'école française, sauf ceux dont les parents ont fait leurs études en anglais dans leur enfance. Cette loi a permis aussi de donner au Québec un caractère francophone en créant une loi sur l'affichage. Et toutes ces mesures ont eu pour but de promouvoir le français au Québec comme langue de travail et de communication. Entre 1960 et 1975, les immigrants qui se sont installés au Québec ont choisi l'apprentissage de l'anglais pour leurs enfants, étant donné qu'ils venaient s'installer dans un contexte nord-américain. Face à cette situation, le Québec a dû s'affirmer comme collectivité francophone et faire en sorte que le français soit sa langue officielle, et ce qui lui permettait d'intégrer les immigrants à sa majorité. Actuellement, on compte 3 communautés linguistiques au Québec. La communauté francophone, qui est composée à 79,8% de la population. La communauté anglophone, qui est de 8,2% et qui est en diminution. Et la communauté allophone, de 12,3%. La communauté allophone, ce sont les personnes, comme je disais, qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, et qui représentent le groupe d'immigrants qui augmente le plus rapidement à l'heure actuelle au Canada. Au Canada, un habitant sur 5 est né à l'étranger. Les allophones comptent pour 20,1% de la population canadienne actuellement. Et pour le Québec, le nombre des allophones est de 12,3%, ce qui en fait un nombre beaucoup plus élevé que celui des anglophones. C'est une tendance de fond importante qui nous pose des défis très importants pour leur intégration. Je vais vous dire quelques mots sur la situation de Montréal, qui est une ville qui fait face, comme plusieurs villes dans le monde, à des défis linguistiques particuliers. Montréal est la 2e ville francophone au monde, après Paris. En France, la ville de Lyon est la 2e ville en importance, mais elle compte une population moindre que Montréal. Ce qui fait que Montréal est réputée aussi pour être la ville la plus bilingue en Amérique du Nord, avec 53% de sa population qui parle français et anglais et 20% de sa population qui parle une 3e langue. Montréal est la métropole du Québec. Elle regroupe près de la moitié de la population du Québec. C'est le lieu de résidence de 80% des nouveaux arrivants. Donc, comme vous voyez, la majorité des immigrants s'installent dans cette ville, ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles les allophones prennent de plus en plus d'importance. Il s'agit d'une société qui est pluriculturelle, avec 120 communautés culturelles différentes qui parlent 75 langues. Alors, quels sont les défis linguistiques du Québec dans cette situation? Eh bien, la langue anglaise demeure la première langue lingua franca du commerce international et on constate que l'anglais à lui seul n'est pas suffisant et que le multilinguisme maintenant est en train de prendre une importance considérable. En Amérique du Nord, 34,2% des millions de hispanophones sont devenus la première minorité américaine, qui dépasse un peu la communauté noire. Au Québec, après l'anglais, c'est l'apprentissage de l'espagnol qui est la langue la plus populaire. C'est la 3e langue parlée au Québec après le français et l'anglais. 320 000 personnes parlent l'espagnol. Le Québec, après le Japon, est la population qui vieillit le plus rapidement au monde en pourcentage de sa population. Ce sont donc ces facteurs qui nous permettent de comprendre l'importance de l'immigration et l'intégration des immigrants au sein de notre société du Nord. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement du Québec s'est donné à créer un ministère de l'immigration en 1968 pour s'assurer de planifier et de franciser les immigrants qui s'installaient sur notre territoire. Je vous donne quelques statistiques concernant
la baisse de la population au Québec et les raisons pour lesquelles l'immigration s'est avérée indispensable. En 1950, le taux de natalité au Québec était de 30,7 de naissance pour 1000 habitants. Et en 1967, elle était de 17,9 Et vu la baisse de ces natalités, le Québec voulait s'assurer d'une relève. Donc, ce ministère qui a été créé en 1968 nous permet de plus planifier comme gouvernement les mouvements d'immigration sur notre territoire. Je vous ai dit tout à l'heure que le nombre d'immigrants qui arrivaient au Québec, mais il faut que vous sachiez que dans les années 50, plus de 90% des immigrants qui s'installaient chez nous étaient d'origine européenne. Aujourd'hui, la répartition de provenance des immigrants s'échelonne beaucoup sur des pays en émergence, mais elle est répartie également sur l'ensemble des continents dans le monde. D'une manière générale, les immigrants qui s'installent au Québec sont jeunes. 70% d'entre eux ont moins de 35 ans. Et on retrouve une proportion égale d'hommes et de femmes. Et la majorité parle le français, comme je vous ai dit, 60% en fait. Ils sont pour la plupart très hautement scolarisés. Et au dernier trimestre de 2008, la proportion d'immigrants âgés de 15 ans et plus possédait au moins 14 ans de scolarité. Cette proportion constituait 65,7% des immigrants qui s'installaient chez nous. Cependant, il reste 40% de ces immigrants qui ne parlent pas le français et ça constitue un défi important. Alors, la plupart des immigrants qui arrivent ont droit à des cours de français payés par le gouvernement du Québec, donc ils sont rémunérés à plein temps. Ils suivent 30 heures de cours par semaine pour une durée totale de 33 semaines. Des cours à temps partiel sont aussi offerts à plus de 10 000 immigrants par année. Et les cours à temps plein sont dispensés dans les cégeps, qui est l'équivalent des écoles secondaires, et ici en France, et dans les universités. Et ces cours de français sont donnés par des professeurs, non pas des professeurs du ministère de l'Éducation, mais des professeurs issus du ministère de l'Immigration, donc qui sont des spécialistes de l'enseignement des langues aux enfants de cultures diverses. Les gouvernements sont responsables de la francisation des immigrants, mais les immigrants eux-mêmes, avant leur arrivée, sont responsables d'assurer leur francisation pour faciliter leur adaptation à notre société. Donc, nous avons mis en place, avant l'arrivée des immigrants, des ententes avec les alliances françaises un peu partout dans le monde pour que les personnes qui étaient déjà sélectionnées pour l'immigration puissent, avant leur arrivée, s'inscrire à des cours de français et amorcer leur francisation. Nous avons aussi développé des outils sur le web, des outils en ligne qui sont extrêmement innovateurs, dont je vais vous parler un peu plus tard. J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui a travaillé sur la création de ces outils qui pourra venir vous prendre la parole ici dans votre colloque et vous expliquer un peu le type de méthodes qui ont été développées. C'est très moderne, très nouveau et très efficace. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir accès à ces cours en ligne puisqu'ils sont donnés, il faut un code d'accès, il faut être inscrit dans le processus d'immigration au Québec pour pouvoir accéder à la formation en ligne. Je voudrais que notre expertise en matière d'apprentissage ou d'enseignement dans les langues secondes vient beaucoup de notre histoire avec la communauté anglophone, puisque dans les années 70, l'enseignement et l'apprentissage du français langue seconde ont été rendus obligatoires à partir de la première année du primaire dans les commissions scolaires anglophones du Québec. Le Québec a poussé très loin sa réflexion sur l'acquisition d'une langue seconde, tant sur le plan des diverses méthodes d'apprentissage que sur les effets socioculturels du bilinguisme. On pense par exemple au problème d'identité lorsque l'on apprend une langue seconde en bas âge. Alors, les méthodes d'enseignement, je vais vous parler rapidement des méthodes qui nous ont permis d'évoluer dans le temps avec l'apprentissage de la langue seconde. Il y a ce qu'on appelait le biais d'un cours de 30 minutes par jour qui a longtemps été utilisé dans les écoles
Il s'agissait de faire de l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire, auquel s'ajoutaient des exercices de prononciation en classe ou au laboratoire. Et cette méthode visait le développement d'une connaissance suffisante pour que les enfants puissent se débrouiller dans une langue seconde. Une autre méthode qui est plus récente, qui a été très utilisée au Québec et dans le reste du Canada, qui est l'immersion en français, qui avait pour objectif de permettre aux étudiants qui ont l'anglais ou une autre langue que le français comme langue maternelle de faire l'acquisition du français par le biais de d'autres disciplines, les mathématiques, l'histoire, les arts, plutôt que d'un cours de langue classique. Et cette méthode a gagné en popularité à travers le Canada avec plus de 300 000 étudiants inscrits dans 2000 écoles d'immersion. Le régime aussi qui a été expérimenté, qui s'appelait le régime de détachement progressif, qui consistait à retirer les enfants de leur classe régulière et à leur prodiguer un enseignement intensif et unique en seconde durant une période de 5 mois. Finalement, le régime d'insertion directe, c'est le nom que porte l'admission dans les classes unilingues d'enfants de langue maternelle, seconde ou étrangère, et ce régime présente des inconvénients car les enfants n'ont accès à aucun support linguistique. Les plus jeunes et les plus doués peuvent se tirer d'affaire, mais les autres ont ressenti des difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Donc le régime qui actuellement est en vigueur et qui semble porter le plus de fruits de la vie des experts, des enseignants, c'est le régime des classes d'accueil, qui consiste à classer les enfants et les adolescents d'immigrants récents de diverses langues dans des classes spéciales où l'enseignement du français est fait de façon intensive et systématique. On en profite également pour les initier à la vie socioculturelle du Québec, pour introduire en français des éléments d'autres matières scolaires pour essayer d'éviter des retards trop grands chez eux. Dès qu'ils sont prêts, dès que cet enseignement est satisfaisant, c'est-à-dire dès qu'ils savent suffisamment de français, ils sont intégrés aux classes françaises régulières, ce qui se fait le plus fort en dedans d'une année. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de toutes les méthodes d'enseignement qui ont été développées pour les adultes, parce qu'il y a une gamme infinie de cours et de méthodes qui ont été développées pour les immigrants adultes. Je dirais pour les analphabètes, ça arrive au Québec souvent à travers les mouvements de réfugiés. Il y a aussi ils ont des cours qui sont adaptés à eux principalement. Il y a des cours qui sont développés uniquement pour les femmes. Il y a des cours qui sont développés dans les milieux de travail. Il y a des cours qui sont donnés selon le niveau de scolarisation des immigrants qui arrivent. Donc c'est un système complexe, très développé, très intéressant, mais malheureusement je suis un spécialiste de ces méthodes et je laisserai à d'autres le souhait de vous les expliquer, mais pour ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est possible d'avoir des références auprès du ministère de l'Immigration du Québec. Donc voilà un peu, je voulais vous dire quelques mots sur la convergence entre l'informatique et la linguistique. Donc les outils qui ont été développés au Québec en matière informatique. Le dernier logiciel, c'est plus qu'un logiciel, je dirais que c'est un canal web qui a été développé par Bell Canada, qui est la grande compagnie d'équivalent de NTT Docomo au Canada, qui a développé un site interactif d'apprentissage du français pour les immigrants, qui est accessible uniquement si vous êtes immigrant. Et j'ai pu assister aux présentations de ces lieux d'apprentissage qui se font en ligne avec du film dans des appartements à Montréal. Donc la personne qui est en Turquie ou en Bulgarie rentre par le web dans une maison d'un Québécois normal, d'une famille québécoise, et peut, à travers la vie quotidienne de tous les jours, apprendre le français et avec un tuteur qui est en ligne. Elle se familiarise avec la langue, mais elle se familiarise aussi avec la culture, avec l'environnement physique, avec les traits culturels de notre société. Alors, je pense que c'est une expérience qui est très intéressante. D'autres outils informatisés aussi ont été développés, comme le logiciel Antidote, qui est un correcteur d'orthographe et de grammaire, ou encore le site web qui s'appelle AlloProf, où les enfants peuvent poser des questions à des professeurs dans un environnement entièrement virtuel.
Finalement, le gouvernement du Québec a aussi une politique de francisation concernant les logiciels. C'est-à-dire que la Charte de la langue française vise à faire que tous les logiciels qui sont utilisés au Québec, peu importe leur domaine, le soient en français. Et le gouvernement collabore avec les fabricants de logiciels pour produire une interface en français. Il insiste que les logiciels en français soient disponibles sur le marché en même temps et au même prix que leurs équivalents en langue anglaise. Donc, avant en terminant, je dois constater avec vous que les différentes méthodes, les différentes initiatives du gouvernement qui ont été mises en place depuis près de 30 ans maintenant ont porté des fruits, que leur objectif c'est de faire en sorte que la société québécoise demeure francophone en Amérique du Nord et qu'elle permette aux personnes qui viennent vivre avec nous, s'intégrer à notre société, qui contribue à faire du Québec une société qui va demeurer française et qui va leur permettre aussi en même temps de réussir sur le marché du travail et réussir leur vie en tant qu'être humain et être intégré à une société nord-américaine. J'aimerais dire finalement que le rayonnement de notre culture du Québec se fait beaucoup par le biais de télévision, par le biais de TV5 Monde, entre autres, qui nous permet d'exprimer ce que nous sommes comme société à travers des réseaux mondiaux. Et je pense que c'est un grand avantage et que c'est très positif pour le développement, l'intérêt des jeunes immigrants qui arrivent au Québec. C'est un grand avantage de pouvoir avoir accès au réseau de TV5 Monde. Alors, j'espère que si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Et voilà pour ce panorama, si vous voulez, des expériences au Québec en francisation. Je vous remercie.